Togo Info, le Togo à votre portée. L'Afrique noire est mal partie, écrivait René Dumont. L'Afrique malade de ses hommes politiques, ajoutait Robert Doucet. L'Afrique n'est pas mue pour la démocratie, soulignait pour sa part Jacques Chirac. Et nous pouvons, pour notre part, poser une question. Et si eux tous avaient raison? Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au rendez-vous politique dominical sur Pyramide FM. En ce début de septembre, mieux que le Togo, c'est l'Afrique qui intéresse. Il intéresse par ses frasques, mais aussi le Togo par ses casques. Au Togo, les têtes couronnées n'ont jamais été autant visibles dans les rues du pays. Le deuxième casque a semblé connaître un succès précoce. Depuis quelques jours, de nombreux Togolais ont visiblement compris la nécessité de s'offrir le précieux couvre-chef, pas juste pour plaire, mais pour se protéger. Les premiers chiffres de l'opération Feu Tricolore parlent d'eux-mêmes. Le nombre de nos compatriotes qui sortent pour vaquer à les occupations et se retrouvent fortuitement dans un casier de la morgue a diminué. Les observateurs auraient souhaité les mêmes tendances quant au putsch ou au coup d'État militaire en Afrique. Ce n'est pas encore la pandémie, mais même un coup d'État militaire sur un continent en plein processus démocratique est déjà une intrusion de trop. En seulement 3 ans, le continent a brûlé 3 décennies d'efforts démocratiques, mis le feu aux fesses de certains présidents de la République et enterré des espoirs portés à un continent dit d'avenir. Les sillons de l'avenir de l'Afrique vont-ils dorénavant passer par les camps militaires que renferment justement les garnisons installées à Bamako, Conakry, Ouagadougou, Niamey, N'Djamena et depuis quelques jours Libreville? La capitale gabonaise a surpris tout le monde en cette matinée du 30 août 2023. Inattendu, improbable, impensable, les qualificatifs peuvent être alignés de Port-Gentil à Franceville, de Otogoué à Olentem, l'internement ou la mise à l'écart du président Ali Bongo. Même s'il n'est pas malade comme il a maintes fois martelé, lui-même restera un des faits politiques majeurs de cette année 2023. Lentement, mais sûrement, a commencé par arpenter les derniers sentiers devant l'amener à bon port. Les objectifs des uns et des autres peuvent être questionnés. Le Togo voulait organiser des élections législatives et régionales. La CENI et le ministère de l'administration territoriale restent-ils en mesure de tenir ce pari? Le comité d'action pour le renouveau devait organiser une succession consensuelle à la présidence du parti. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le sort des déshérités reste-t-il une priorité, une des priorités des disciples de Maître Yavia Boyibo? À 2 semaines de la fin des vacances, les priorités des parents sont les fournitures et les frais de scolarité des enfants. Le ministre de l'administration, le ministre des enseignements primaires et secondaires, techniques et de l'artisanat a lui opté pour le plafonnement des écolages. Ce dimanche, notre invité est Jean Kissi du comité d'action pour le renouveau. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70, mise en onde Romaric Fatassa. Jean Kissi, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour chères auditrices et auditeurs de votre radio. Je voudrais envoyer mon bonjour aussi à tout le personnel, au directeur et à tous les journalistes d'ailleurs, pour le travail difficile que vous faites dans un contexte comme celui du Togo où la noblesse qui correspond à votre métier ne vous est pas encore reconnue. Nous espérons que ça ne saurait tarder, comme on peut le dire. On espère. S'il y a le changement, je crois que, en tout cas, pour nous qui sommes disons, aux côtés ou bien les initiateurs du processus démocratique, vous savez que la lutte pour la libération de la presse et une presse de bonne envergure fait partie de un de nos combats. Parmi nos 4 premières revendications que nous avons obtenues d'ailleurs au niveau du phare, figurait en bonne place la liberté de la presse. Donc, on a quelque chose en tête, c'est pour ça qu'on a fait ça. Bien, merci. Nous allons commencer par quand même cette actualité qui dérange. Malheureusement, elle n'était pas prévue. On ne savait pas qu'il allait pleuvoir de cette façon-là, puisque depuis hier, il pleut continuellement sur la ville de Lomé. Sans doute qu'elle a affecté votre week-end. Tout à fait. Elle a affecté le week-end. Hier, je reconnais, je suis presque moi-même resté dans l'eau avec mon véhicule. Je ne sais pas si vous connaissez le tronçon qui va on l'appelle ancienne Seco, derrière la nouvelle gendarmerie, et jusqu'à un rond-point qui s'appelle, Adroupapé, c'est comme ça nous l'appelons, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas, cette route a été construite il n'y a pas longtemps. Mais il y a un problème précis là-bas, parce que c'est inondé. Moi, mon véhicule est en panne, j'ai pris le véhicule de ma mère, qui est un 4x4, mais c'est inondé jusqu'au niveau d'une 4x4. Alors,
quand je passais tous les véhicules qui étaient devant moi, qui étaient des petits véhicules, quand ils prennent le tronçon, arrivé, il y avait une petite intersection du terre-plein central là. Ils retournent là-bas et reviennent passer derrière vers le 2 Lions. Mais comme moi j'avais une 4x4, je croyais que je pouvais y aller et donc j'ai forcé les choses et mal m'a pris. Hein. Heureusement, il y avait des jeunes qui étaient là, qui attendaient quand quelqu'un a un problème, ils te poussent, tu donnes quelque chose. C'est grâce à ça au moins qu'on a pu passer. Donc après le soir, j'étais sorti un peu avec mes enfants et leurs cousins qui sont venus de Cotonou et on est allé en ville. Quand on revenait, le tronçon qui va de Toti, rond-point total Toti, vers Hôtel Concorde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pavé, le pavé qui va du rond-point total Toti vers Hôtel Concorde, ça a été carrément coupé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer. Ça a été tellement inondé que les enfants ont mis des blocs de pierre. Et quand vous arrivez là-bas, vous tous, 4x4, Titan, etc., vous devez retourner. Donc, voilà, la pluie a effectivement dérangé. Et c'est le problème de l'assainissement de Lomé. C'est dommage qu'au XXIe siècle, après une soixantaine d'années d'un pouvoir et plus d'une quinzaine d'années d'un homme à la tête du pouvoir, qu'on n'arrive pas à résoudre le problème d'assainissement du petit Lomé, alors que quand vous prenez les capitales le long de la côte, en tout cas, la plus basse, c'est en fait Cotonou. Cotonou était appelée une ville batracienne parce que elle est encore plus basse que la situation de nous au Togo. Mais en tout cas, ceux qui allaient à Cotonou avant, je ne sais pas si vous y allez, avaient connu ce qu'était Cotonou. Mais aujourd'hui, s'il faut dire que le Bénin, qui n'a aucune ressource humaine, est arrivé à juguler source minière, aucune ressource minière, excusez-moi, est arrivé à juguler un tant soit peu avec le travail, la fin du travail de Boni Aye, le travail de 7 ans de, comment on appelle le président? Patrice Talon. De Patrice Talon, qui n'a que 7 ans au pouvoir. Ils sont arrivés à juguler ça. Et que pendant la pluie, les Cotonois peuvent encore circuler. Et que pendant la pluie, c'est nous qui en pleine ville, hein, je ne parle pas de Togblé-Kopé, je ne parle pas d'Adeti-Kopé, je ne parle pas de l'autre côté, Djagblé, je ne parle pas de ces coins-là, en plein centre. C'est-à-dire que autour de Toti Didjolé, qu'on ne puisse pas circuler, ça fait quand même mal. C'est-à-dire donc que... vous habitez Toti Didjolé? Oui, naturellement, c'est ma zone. C'est ma zone. J'habitais Didjolé vers le chef là-bas. J'ai déménagé ensemble avec ma femme vers Entreprise de l'Union. Mais on continue d'avoir toutes nos activités dans la zone de Toti. Là-bas, ma mère aussi, tout ça. Donc, c'est ma zone en fait. Et c'est pour ça même que je suis conseiller municipal dans le Golfe 5. Effectivement, la zone dont je parle, c'est le Golfe 5. C'est l'une des raisons, effectivement, qui ont fait que j'ai démissionné de mon poste de président de la commission domaniale au Golfe 5 parce que je considère que on est médiocre, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas, on ne fait rien. C'est comme si on a l'incapacité. Non, mais vous qui... Non, et l'État. Mais est-ce que certaines communes doivent faire? Mais vous avez l'impression... je crois que vous-même ici, oui, vous êtes chez nous. Non, mais en fait, vous êtes dans le Golfe 5. On est dans le Golfe 5. Oui, vous êtes dans le Golfe 5. Mais je vois pas. Je vois pas les choses sur lesquelles vous pouvez mettre les doigts et vous pouvez dire que nous avons essayé de faire au niveau de la commune, le bureau exécutif qui est là a essayé de faire et sur lesquels on peut mettre le doigt et on peut dire, voilà, depuis que les municipalités sont mises en place, on a l'impression que ça évolue, ça donne l'espoir qu'il va y avoir un grand bond. Je ne sais pas. Le minimum des rues qui ont été faites, est-ce que les TP avaient planifié encore vers la fin de la délégation spéciale? Terminé. Rien de plus. Non, mais vous avez démissionné. Ça, par exemple, beaucoup ne le savent pas. Expliquez-nous un peu, parce que il n'est pas de tradition qu'on démissionne quand même en Afrique quand on est à la tête d'une structure. Effectivement, dans ma lettre de démission même, j'avais mis dans la lettre que je considère qu'avec tout ce qui se passe, plusieurs se plaignent, mais tout le monde reste à sa place. C'est comme si nous n'avons pas de culture de démission, et on ne l'a pas, effectivement, dans notre ADN ici. Et oui, voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un certain nombre de communes qui sont situées en pleine ville, nos communes sont endettées. Mais quand vous voulez voir les réalisations, parce que
Les communes, à la différence, le conseil municipal, qui est un organe délibérant, à la différence d'une assemblée nationale, est doté d'un exécutif propre qui a pour mission de bâtir. On ne va pas dans une commune parce qu'on a envie d'aller parlementer. Ce n'est pas un parlement. On va pour bâtir. C'est la commune qui bâtit. Alors moi, je suis un bâtisseur. Quand vous allez quelque part et vous considérez que il y a des dettes, la commune est endettée. Je crois que nos dettes aujourd'hui, ça dépasse les 400 millions. Mais tu te demandes, bon, si vous êtes endetté, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Et tu ne vois pas les réalisations qui sont les réalisations intrinsèques de la commune. Mais tu te dis, mais tout ce qui se fait dans la commune, c'est prendre l'argent, payer une pléthore de personnel, et puis notre travail se trouve là. Je ne peux pas être comptable de ça. D'autant plus qu'il y a la possibilité de faire autre chose. Il y a la possibilité de faire autrement. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles... Si je comprends bien, vous restez quand même un conseiller municipal. Oui, je reste conseiller municipal parce que dans les assemblées comme dans les conseils municipaux, il y a les conseillers municipaux qui n'ont aucune responsabilité, qui sont de l'opposition, qui surveillent, qui contrôlent, qui critiquent l'action de ce que le bureau exécutif fait. Voilà, et il y a des conseillers municipaux qui soutiennent l'exécutif. C'est comme ça. C'est une situation aussi de majorité et d'opposition au niveau des conseils municipaux. Il y a une situation qui est intrinsèque ou qui est liée à chaque pluie ou à chaque saison de pluie dans notre pays, c'est que en dehors des grands axes, quand vous rentrez dans les quartiers, ils sont méconnaissables, ils sont défigurés parce que pris en étau pas des flaques d'eau. Vous parlez de Didiolet, vous parlez de Toti. On assemblée à un moment dit que oui, c'est des nouveaux quartiers relativement en rapport avec Kodibiakope, Nikorakwe, Bek, Kagome. Mais ce que vous nous dites là, ça fait peur si même à ce niveau-là, vous avez des difficultés à l'intérieur de vos quartiers. Oui, mais c'est-à-dire que dans un premier temps, la décentralisation qu'on a faite, c'est une décentralisation trompe-œil. Hein. On n'a pas encore donné les moyens aux mairies. En fait, c'est une question... Nous avons un pouvoir qui est très critiqué. Et les gens en ont totalement marre. Alors, le schéma qui a été organisé a été de mettre les mairies en place et de présenter les mairies comme ayant un certain nombre de responsabilités. Et à partir de ce moment-là, quand il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas, les gens n'accuseront plus le gouvernement, les gens accuseront les mairies. C'est-à-dire que c'est juste des structures qu'on met en place sur les dos duquel on peut reporter les responsabilités sans leur donner les moyens. Vous allez dans un certain nombre de pays comme le Sénégal et autres, Cameroun, quand on met en place une mairie, les mairies commencent d'abord par un budget de 400 millions pour chaque mairie. Maintenant, après ces 400 millions, compte tenu de la grandeur de l'espace que tu es appelé à gérer, donc à mettre des infrastructures, et du nombre élevé, ou bien disons de l'augmentation de la population que tu es appelé à gérer, voilà, ces fonds sont encore un peu élevés. Hein, c'est-à-dire c'est les plus petites mairies dont je parle. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir vous transfère un certain nombre de compétences et c'est avec cet argent-là que vous gérez, c'est vous qui bâtissez en fait. C'est vous qui êtes les premiers relais que les populations doivent venir voir lorsqu'ils ont des problèmes. Mais au Togo, ce n'est pas ça. Il y a des mairies qui n'ont même pas 50 millions. Je crois que j'ai écouté la dernière fois une mairie qui a 35 millions de budget. Mais attention, 35 millions, c'est pour acheter quoi? Des beignets? À l'intérieur ou à Lomé? À l'intérieur. Mais il y a des mairies à Lomé, en tout cas dans ce que nous appelons le Grand Lomé. Je ne sais pas, le Grand Lomé, c'est le Golfe et à Guanivé. Il y a des mairies dans le Grand Lomé dont le budget n'atteint même pas 200 millions. Mais je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, alors que le budget du Togo, quand nous étions passés à l'Assemblée nationale, a passé progressivement de 600 millions, de 600 milliards, 800 milliards, 800 milliards au-delà de 1000 milliards. Il est à plus de 1600 milliards aujourd'hui. Mais ça, c'est avant les mairies. En 2019, on a mis en place les mairies. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place les mairies et leur transférer les compétences, mais le budget de l'État est le même et les mairies souffrent? Si le budget de l'État reste le même, alors que vous avez transféré des compétences aux mairies, ça veut dire que vous avez transféré des compétences aux mairies, mais vous ne leur avez pas transféré les moyens. Vous gardez les moyens et vous nous donnez, nous, des compétences à assumer. On va les assumer quoi? Avec la main vide? On va aller cueillir l'argent sur les arbres pour assumer ces compétences? Est-ce que, par exemple, la situation que vous décrivez là, puisqu'on sait très bien qu'à chaque pluie,
dans les quartiers, dans les ruelles, il est difficile de circuler. Est-ce que c'est de la responsabilité des différentes mairies de faire ce qu'on peut appeler, de veiller à ce que, par exemple, les rues soient éventuellement goudronnées, ou qu'il y ait de l'assainissement, ou qu'il y ait moins d'eau, de flaques d'eau? Comment ça doit se faire? C'est de la responsabilité de qui, en fait? Une grande partie de l'assainissement, c'est de la responsabilité des mairies en collaboration avec le ministère de l'Hydraulique. Les routes, en principe, le schéma qui est organisé ou qui est observé lorsqu'il y a une pleine décentralisation, c'est que lorsqu'une route est limitée sur le territoire d'une mairie, elle est prise en charge par la mairie. Lorsqu'une route relie deux mairies, donc il est limité sur un plus grand territoire, par exemple dans le Grand Lomé, il est de la responsabilité du Grand Lomé. Lorsqu'une route quitte ici et va jusqu'à Thiévier, donc ça veut dire que ça couvre Lomé et le Grand Lomé et Thiévier une région. Ou bien disons Thiévier jusqu'à Ngotien. Ça s'étale sur deux régions. Ça c'est encore d'une responsabilité plus élevée, c'est une responsabilité de l'État. Lorsqu'une route quitte, maintenant on revient, Thiévier comme la route derrière de Kpomé et qui relie Sévagan vers la fin, vers Kpomé là-bas, ça veut dire que c'est deux préfectures. C'est de la responsabilité de la région. Voilà comment ça se passe. Mais ça veut dire que au moment où ces responsabilités sont transférées, si elles sont vraiment transférées, ça veut dire que l'argent qui servait à l'État pour faire ces routes avant, lorsqu'il n'y avait pas la décentralisation, lorsqu'il n'y avait pas les régions, qu'il n'y a même pas encore, cet argent doit être transféré aux régions et aux communes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on transfère, on dit qu'on fasse la décentralisation, qu'on transfère les compétences aux communes. Et demain, on va les transférer aux régions, mais que le budget de l'État reste le même, c'est-à-dire qu'eux, on ne touche pas leur argent. Ils continuent d'avoir leurs 1700 milliards, ça va aller à 1800 milliards, mais ils gardent, personne ne touche à ça, mais vous transférez vos compétences. Mais voilà, c'est l'anomalie que nous vivons. Mais au niveau des différentes communes, puisque vous avez en partie la responsabilité de veiller à l'assainissement d'Ivoire, vous faites de la mobilisation des fonds aussi, n'est-ce pas? On essaie de faire de la mobilisation des fonds, mais c'est les mêmes fonds. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que les mêmes fonds où l'État collecte, c'est les mêmes niveaux où les communes aussi collectent. Donc, à partir du moment où le budget de l'État est resté le même, mais il y a des transferts de compétences, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que dans un certain nombre de pays, lorsqu'on veut faire de la décentralisation, soit l'État laisse un certain nombre de collectes de fonds importants pour les mairies, ou bien l'État continue de collecter, mais l'État fait une dotation à toutes les mairies en commençant par un minimum. C'est pour ça que je dis, dans un certain nombre de pays, la nomenclature de la collecte n'a pas trop changé, elle a varié nécessairement un peu, n'a pas trop changé, mais en compensation, l'État commence, il dit, chaque mairie, quelque petite qu'elle soit, commence par 300 millions. Maintenant, compte tenu de la grandeur de l'espace et de l'élévation de ta population, voilà, vous avez plus, etc., 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 jusqu'à ce que certaines mairies ont une dotation de 1 milliard. Voilà un peu le schéma normal et correct de la décentralisation. Vous donnez tantôt l'exemple du Sénégal. Vous avez parlé de Cameroun aussi. 300 ou 400 millions. Mais au Togo, vous prenez combien au niveau des mairies? En fait, est-ce qu'il y a cette dotation-là dont vous parlez? Au Togo, les dotations des mairies, disons des plus grandes mairies comme les nôtres, si mes souvenirs sont exacts, je me rappelle de nos chiffres, se situent autour de 35 millions. Une grande mairie comme le Golfe 1, 45 millions par an. C'est-à-dire que c'est... Non, c'est ridicule ce qui se passe chez nous. Quand vous fouillez, quand vous voyez, vous ne pouvez faire que rigoler, quoi. Vous rigolez. Ok, si on comprend bien, ça ne dépasse pas 50 millions. On ne parlera même pas de 100 millions. Si c'est vrai, est-ce que ça dit quelque part que c'est dû au fait que c'est la première expérience qui est faite sur ce chapitre-là qui fait que le Togo n'est pas arrivé à mettre autant de fonds au niveau des mairies, au niveau des nouveaux maires, par exemple? Non, vous connaissez. Puisqu'il y a aussi la question de... Vous connaissez il y a aussi la question de l'expérience, hein, puisque si les nouveaux maires n'ont pas l'expérience, peut-être que mettre 400 millions... Mais s'ils n'ont pas de l'expérience, ne leur transférez pas les compétences. Alors, mais voilà, vous nommez quelqu'un. Vous nommez quelqu'un, vous dites qu'il est nouvellement nommé, il n'a pas de compétences, vous leur donnez les attributions,
mais vous gardez le budget pour vous, vous-même, le grand ministre ou le grand truc là, et puis vous dites que non. C'est parce que pendant 4 ans, ils n'ont pas de l'expérience, vous gardez tout pour vous, mais vous dites que les compétences sont à lui. Et quand les gens ont des problèmes, avant, on ne critiquait aucune mairie. Maintenant, vous allez sur les radios et on vous dit, ah, que fait la mairie du Golfe 5? Que fait la mairie du Golfe 4? Que fait? Donc, vous leur transférez les responsabilités, vous les mettez, vous les livrez au peuple et vous ne leur donnez pas les moyens pour travailler. Ils vont apprendre quand? Oui, sur le transfert des compétences. Oui, mais comment pouvez-vous transférer des compétences sans transférer des moyens? Et vous dites que parce que c'est nouveau. Moi, je pose des questions. Est-ce que, par exemple, est-ce que ce transfert ne se fait pas tout petitement, puisque là, on constate que l'implication du ministère de l'administration territoriale dans la gestion au quotidien, ou presque des différentes communes, cette implication, elle est visible, puisque parfois même certains maires s'en sont plaints. Oui, mais pourquoi ça doit se faire petitement? C'est-à-dire que le fait que vous n'arrivez pas à poser les données cartésiennes, que non, vous ne pouvez pas transférer des compétences sans transférer les moyens. Et que si vous élisez des gens, c'est parce qu'effectivement, attendez, quand un président est élu, on lui dit qu'il ne doit pas toucher au budget de l'État parce qu'il est nouvellement élu et qu'il n'a pas encore l'expérience et qu'il faut qu'il attende 3 ans, c'est après 3 ans qu'il commence à dépenser le budget de l'État. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Alors pourquoi doit-on le dire pour les maires? Pas le pouvoir central. Au niveau de la mairie, c'est pas le pouvoir central. Oui, mais alors, pourquoi quelqu'un serait élu? Lui peut commencer par dépenser le budget en même temps. Et il y a un autre qui serait élu à un niveau plus bas. Et on dit que comme c'est nouveau, lui ne peut pas. Alors que l'autre aussi, au moment où il est élu, est nouveau. Quand Talon est élu, il est nouveau. Il n'a même jamais fait la politique. Il est venu du domaine des affaires. Non, je crois que c'est un faux problème là. Non, l'essentiel c'est que l'État n'a même pas encore accepté la décentralisation. Ils ne sont pas prêts à laisser les sous partir. C'est-à-dire qu'ils ont ce truc-là qu'ils aiment que ce soit eux qui dépensent les sous. Non, c'est une question de sous. C'est une question de sous. Et quand vous dépensez les sous, vous savez que, bon, on ne peut pas donner à manger à un enfant sans lécher le doigt. Voilà. Donc pour vous, c'est le problème à ce niveau. Ah, clair. Pour moi, c'est clair. Nous parlons en réalité des inondations, puisqu'il pleut depuis hier sur une bonne partie de la région maritime. Et c'est quand même curieux pour un certain nombre de Togolais qu'il pleut autant en septembre, puisqu'on vient de sortir juste de la grande saison des pluies, on entame la petite saison des pluies, et les prédictions ne sont pas aussi bonnes que ça. Il semble, si on se tient aux prédictions, qu'il va beaucoup pleuvoir. Je suis étonné. Est-ce que c'est le changement climatique? Parce que la petite saison des pluies, comme nous l'appelons, que nous appelons Kélé, chez nous, pour moi, qui est en tout cas petit-fils de paysan, c'est pas comme ça que quand j'allais chez mes grands-parents au village, c'est pas comme ça qu'on a connu le Kélé. La pluie, le Kélé, généralement, c'est des pluies fines qui tombent. Et c'est une saison dans laquelle on ne fait pas un certain nombre de cultures. Par exemple, les gens avaient même dit que le soja n'est pas adapté pour le Kélé. Même planter de gros arbres là pour faire l'agroforestation ou la reforestation, ce n'est souvent pas en Kélé parce que c'est des pluies fines qui permettent qui permettent blé un peu ces choses. Mais j'ai pas compris la pluie d'hier là, avec son intensité, que le véhicule ne pouvait même pas passer. Il ne faut pas prédire. Mais vous faites comme si oui, mais en fait, vous prédisez qu'il va avoir encore beaucoup de dégâts. Mais je ne dis pas la même chose. Mais il a plu ce matin. Oui, mais prions que le changement climatique soit ce que nous avions connu et que tout le monde aime la pluie, mais que ce soit quand même les fines pluies, que ce soit le Kélé, quoi. Il ne faut pas que le fjord, on retrouve fjord dans le Kélé, mais c'est ça. Sinon, si avec les dégâts d'inondation que la grande saison des pluies cause, si la petite saison des pluies devait ressembler à la grande saison des pluies, donc 2 fois dans l'année, que deviendrons-nous, Pierrot? Mais ça, c'est une grande question. Et là, aujourd'hui, il est fait appel à tout le monde d'être relativement prudent, mais en fait, il est clair qu'il y a certains qui seront inondés, puisqu'ils habitent dans des zones... Il y a certains qui sont déjà inondés. Oui, dans des zones... Vaquebot, derrière, vers Zanguera, il y a certains qui sont déjà inondés. Carrefour, Nanegbe, etc. Il y a déjà des problèmes. Sur la question, là, je voudrais avoir votre position de quelqu'un qui a fait plusieurs années en Europe. On a constaté que dans nos pays, on construit en surface, on ne construit pas en hauteur. Et ce qui fait que, par exemple, vous avez une surface
Vous avez une maison, vous avez à peine 5 ou 6 personnes, ou 10 personnes, ou 15 personnes au maximum. Alors que si on construisait en hauteur avec des étages, peut-être que la vie de Lomé ne s'atteindrait pas jusqu'à ce niveau-là. Quelle solution pour le futur? Parce que j'étais dans un quartier hier, il n'avait pas encore plu, hier matin vers 7-8 heures. Mais ce que j'avais vu avant qu'il ne s'est plus, je me pose des questions. Non, vous avez raison. Tout simplement, il faut construire en hauteur. C'est pas un truc où il faut réfléchir. Non, il faut construire en hauteur. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Pour ce que moi j'ai connu en Europe et pour les expériences que nous avions partagées à l'Assemblée, ce que nous avions commencé par dire, par infuser à l'Assemblée, avant malheureusement de boycotter les élections et de quitter l'Assemblée, c'est que tout ça, c'est en fait les impôts qui le gèrent. Les impôts sont un outil essentiel. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple les taxes d'habitation et que on impose que les taxes d'habitation, le mètre carré au sol des taxes d'habitation, c'est tel. Mais on dit, à partir des étages, par exemple, ça devient 25% de ce qu'on, la surface devient 25% de ce qu'on a payé au sol. Vous croyez que quelqu'un va aller prendre un lot? Au Togo, ce qui est bizarre, il y a des gens qui prennent un lot et ils construisent sur tout le lot. Ou des gens prennent demi-lot et la maison s'étend sur tout le demi-lot. On ne laisse même pas un espace. Mais en Europe, en Allemagne, vous n'êtes pas autorisé à construire sur tout le lot. Hein. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas autorisé. Parce que quand vous construisez sur tout le lot, chez qui l'air va passer pour venir chez vous? Donc, il y a des dispositions que dans le permis de construire, sur un certain nombre de surfaces, vous ne pouvez construire, je crois, au maximum que jusque sur les 2 tiers du lot. Le reste doit être réservé tout au long de la maison pour que de l'espace puisse passer. À défaut, si vous en voulez plus, vous construisez en hauteur. Voilà, les lois interdisent un certain nombre de choses et il y a des avantages par rapport aux impôts qui permettent que quand vous évaluez et que vous voyez que vous prenez 2 lots de terrain parce que vous voulez construire grand et vous construisez grand sur les 2 lots, vous occupez presque les 2 lots ou les 80% du lot. Mais vous savez que sur le même lot, quand vous laissez de l'espace et que vous ne construisez qu'une demi-partie, une maison de 3 étages, vous avez presque le même impôt que celui qui a l'autre, mais vous avez beaucoup d'appartements dedans, mais naturellement que vous ferez le choix de construire en hauteur. Donc, les mesures incitatives pour ces choses-là aussi, c'est en fait les impôts. Les impôts sont un outil important. Très bien. Merci. On vient de passer 30 minutes. J'avais prévu de vous poser 3 questions en début d'émission avant qu'il ne pleuve. Parce qu'on ne savait pas qu'il allait pleuvoir. Ce n'était pas inscrit en réalité. C'est une question qui nous ont pris une trentaine de minutes. La première question que je voudrais vous poser, ou le premier sujet sur lequel je voudrais que vous réagissez, c'est cette opération qui est dite tricolore qui est en cours dans la ville de Lomé et à l'intérieur du Togo. Quelle est votre appréciation qui consiste à mettre des agents de police pour contrôler l'effectivité du port du casque d'abord et puis le respect des faits tricolores? Quelle est votre appréciation en tant que citoyen togolais? Je considère que la vie humaine est très importante et qu'il y a trop de personnes qui meurent sur les rues au Togo. Moi, je vous ai dit, le pays que j'ai fait le plus en Europe, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est le pays où la limitation de la vitesse est le moins dans tous les autres pays. C'est-à-dire que quand vous allez en Allemagne, il y a des zones même où ce n'est pas limité. Mais, en tout cas, tout le monde vous dira que le meilleur permis de conduire, c'est le permis de conduire allemand. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents sur les routes d'Allemagne. Et les gens se demandent souvent en Europe, mais pourquoi c'est là où il y a de moins de limitations, en tout cas la limitation est plus large, mais pourquoi c'est là où les gens font moins d'accidents? Parce que la sensibilisation, je ne sais pas, hein, l'état d'esprit même déjà quand tu fais le permis en Allemagne, l'état d'esprit qui l'accompagne, parce que c'est le véhicule en fait, le pays des véhicules, c'est le pays de l'essor du véhicule, c'est l'Allemagne. Donc c'est un bien qu'ils ont préservé. Quand vous faites le permis en Allemagne, on vous dit qu'il y a 2 principes. Conduisez comme si vous pouvez vous-même faire des erreurs, mais conduisez en même temps en sachant que l'autre qui passe peut faire des erreurs et qu'il faut être vigilant pour l'éviter. Donc, moi je considère que les garde-fous qu'on est en train de mettre aujourd'hui, c'est important. Seulement, on ne prépare pas les gens à l'avance et on ne prend pas les dispositions en amont. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où vient cette médiocrité qu'on planifie une chose depuis un temps, on a envie de le faire, on ne calcule pas le temps
exact, le temps opportun pour le faire. Et il y a un certain nombre de lacunes qui sont dans la chose que nous ne comprenons pas. Ce truc de casque qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les feux tricolores aurait dû commencer au début des vacances. Parce qu'au début des vacances, les gens ont encore les moyens qu'on a au début des vacances, c'est un peu pour faire la fête. Donc prendre dedans pour acheter de casques, parce que la vie humaine en dépend, ce n'est pas difficile. La période où on le fait, c'est la période de la rentrée. Ou prendre l'argent des cahiers pour aller acheter des casques est difficile. Donc je ne sais pas si vous voyez la liaison que je fais. C'est cette difficulté-là que je suis en train de voir. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement n'y arrive pas. Pourtant, ce n'est pas de la mer à boire. Je ne sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Mais je considère que c'est important. Pour moi, il y a trop de émigrants, il y a trop de motos. Mais ce n'est pas leur faute. Si l'État arrive à mettre des dispositions pour qu'on puisse avoir accès facilement aux taxis, des taxis de bon gabarit, des taxis, en tout cas, pas de vieux véhicules. Si l'État prend des dispositions, qu'il y ait des bus un peu partout, sur toutes les routes, etc., qui soient moins chers, donc qui soient à un prix standard défini, je crois que les gens ne prendraient pas comme ça les motos tout le temps. Et puis, l'État me met rentrer dedans, au lait, et etc. Mais quelle est cette promotion de la jeunesse qu'on fait? Et on veut créer de l'emploi, c'est des motos qu'on prend, qu'on donne aux jeunes à les conduire, au lieu de leur distribuer à chacun 2 hectares et de leur donner des moyens de cultiver. Je ne comprends pas ça. Hein. Je ne comprends pas qu'un État, c'est-à-dire des structures qui sont liées à l'État, ils décident de faire des gens des émigrants. C'est ça, quoi. C'est la promotion. Et ils le font. La dernière fois, on passait dans la route à Limousine, le rond-point Limousine. Ils étaient en train d'arrêter les gens là-bas. Et puis, ils voulaient arrêter un type. Ils étaient en train de lui donner des ordres. Et le type leur est rentré dedans. Il leur dit, mais de toute façon, c'est au lait, hein. Si vous voulez, je garde chez vous, je m'en vais. Vous-même, c'est vous-même qui allez rendre ça. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que c'est les pontes de l'État, c'est un certain nombre de groupes puissants qui ont les olés et ils parlent comme ça. Et ça veut dire qu'ils usent de ça, mais ce n'est pas le métier qu'ils croient qui peut faire sa promotion. Voilà un peu. C'est votre position, vous appréciez, vous faites un certain nombre d'observations, mais dans le même temps, comment comprendre que les Togolais soient si prompts à violer les feux, par exemple, à refuser de s'arrêter quand le feu est déjà en orange, puisqu'on constate que de plus en plus, quand c'est en orange, c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de Togolais veulent passer plus rapidement le feu rouge. Même quand c'est rouge, il y a un certain nombre de Togolais qui ne veulent pas s'arrêter. Comment comprendre ça alors que ce n'est pas le cas quand vous allez, par exemple, à côté, à Accra, au Ghana? Oui, mais parce qu'ici, il y a eu le laisser-aller pendant longtemps. Comment vous voulez le comprendre autrement? Non. Ici, il y a eu tout le temps du laisser-aller. Il n'y a pas autre chose. Vous savez, gouverner, c'est aussi ça. Gouverner, c'est appliquer les règles qu'on s'est données dans la République. Gouverner, c'est, quand on appelle un gouvernement, on appelle l'exécutif, ça veut dire exécuter les lois. Et pendant un certain temps, on a fait du laisser-aller. Vous savez, au moment où moi j'ai démissionné de mon poste de président de truc à la mairie, les émissions que je faisais, j'avais décidé de faire un certain nombre d'émissions sur la citoyenneté. Et en partir de ce moment-là, il n'y avait pas encore cette affaire des casques, dû à un certain nombre de choses que j'ai vues sur les routes. Et le cas le plus atypique que je continue de citer, c'est quand j'étais sur le contournement, dans le sens aller, en allant de Lomé vers Simtogo, que j'ai vu un gros véhicule citerne qui a pris le sens contraire, c'est-à-dire qu'il a pris ma voie que moi je dois prendre, mais il l'a pris en direction contre nous. Et il roulait tout simplement parce qu'il ne voulait pas perdre le minimum de carburant pour aller tourner à l'intersection devant lui et revenir sur sa route. Et ça passe sur la route. Pendant ce temps-là, les agents sont là, ils arrêtent un certain nombre de personnes qui n'ont fait aucune erreur sur la route, ils discutent avec eux pendant longtemps, je ne sais même pas de quoi ils parlent avec eux. Moi, je crois que la prévention routière doit être organisée autrement. Je considère même qu'on est arrivé à un moment où l'État, comme aux États-Unis par exemple, doit offrir des motos de surveillance aux gens. Et un certain nombre de personnes aussi doivent être en civil et faire le contrôle sur la route. Comme nos femmes le faisaient. C'est-à-dire que quand ils sont sur la route, quand quelqu'un conduit mal, etc., on le suit. On voit comment il évolue. Après, on le prend,
on lui fait des remontrances, on le conseille, ou à la limite, on le sanctionne. Moi, je considère que ça doit aller plus que ça. Si on veut que ça s'arrête, on doit utiliser d'autres moyens plus que ça. Parce que même ce qu'on avait commencé avec les casques là, vous voyez des gens, ils vont, quand ils vont, les policiers, ils s'arrêtent, ils descendent. Les gens marchent, la moto descend, dépasse le policier et après il va reprendre la personne devant. Alors, s'il y a des ambulants, des motos ambulantes de contrôleurs qui circulent un peu, qui font ça, ils vont observer un certain nombre de choses là et ils vont dissuader. C'est-à-dire qu'on peut conseiller lorsque tu ne comprends pas. Mais lorsqu'on voit que tu essaies de frauder, il faut amender. Moi, je considère, si on commence rien que par 200 motos, qu'on met des motos de surveillance sur les routes, ça peut déjà, voilà. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais que vous réagissiez, c'est ce plafonnement voulu par le ministre Dodi Kokoroko par rapport aux frais de scolarité, notamment dans les établissements privés. Puisqu'on sait aujourd'hui que dans ces établissements-là, visiblement, c'est un peu comme chacun fixe son prix. Comment est-ce que vous le jugez? Difficilement, parce que le privé, c'est le privé. La personne a mis son truc, il a utilisé son moyen. Il a mis. Comment est-ce que c'est nous qui allons, c'est l'État qui va fixer les frais qu'il doit percevoir, qui va plafonner les frais qu'il va percevoir. Voilà un peu ce qui est difficile. Je vois difficilement la faisabilité. Je trouve que normalement, l'école ne doit pas, en tout cas l'école doit être accessible à tous. C'est là où je comprends sa politique. Je trouve que l'école doit être accessible à tous. La seule difficulté, c'est que je vois mal la faisabilité. Je ne sais pas comment on peut limiter un opérateur économique que ton truc, tu n'as le droit que de le vendre à tel prix, etc. Et ils vont faire l'expérience, on va voir. Sinon, sur le principe, maintenant, comment il veut faire avec un certain nombre d'écoles comme Cours Lumière, etc. Il y a des écoles quand même qui coûtent 1,5 million par élève, 2 millions par élève, vous en connaissez. Je ne sais pas comment ils vont faire. École Alpha, je ne sais pas comment ils vont faire avec tout cela. Ou bien ils vont leur donner un statut que, comme après le bac, ces gens-là... dans un système français. Dans un système français et que ceux qui sont premiers ont le droit d'aller en Europe, eux, ils sont exemptés de ces mesures. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais sinon, l'école, la santé, ne doit pas être des objets sur lesquels on se fait des sous sur la tête des gens. C'est sur le principe, en tout cas, qu'il a raison. Quand on évoque le ministre Kokoroko, c'est beaucoup d'initiatives, sans doute que vous en connaissez certains, sur son management. Tout à fait. Quel est votre regard là-dessus? Non, moi, c'est que peut-être j'apprécie, hein, parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de 200 motos ambulants à faire circuler sur les routes, vous voyez dans ce discours quelqu'un qui n'est pas opposant, parce que quand on est opposant, quand il y a quelque chose qu'on peut faire qui peut être bon, qui peut sauver des vies, qu'il ne faut pas le dire. Quand il y a opposant, que quelque chose est juste, il faut le dire aussi, tout en critiquant ce qui est mauvais. Et c'est sur ce plan que moi je dirais que, sur le principe, ce que Dodi Kokoroko a fait à l'université, jusqu'aujourd'hui, au niveau de l'éducation, en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui a envie de travailler. C'est un travailleur. Voilà. Il fait partie des rares personnes qu'on peut appeler travailleurs. Vous savez, il y a des gens comme ça dont je n'apprécie pas la politique et la philosophie, mais il faut accepter qu'ils sont travailleurs. On dit, je ne sais pas, on dit un truc en éveil, il faut reconnaître qu'ils courent plus vite que toi quand même, qu'il y a un adage comme ça que je ne connais pas nécessairement. Tu prends, dans la même veine, hein, tu prends par exemple Ingrid... Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Tu prends Ingrid Awade par exemple, elle est dans la même veine. C'est-à-dire que son orientation politique, etc., je ne l'accepte pas. Sa philosophie, je ne l'accepte pas. Mais il faut reconnaître qu'elle est bâtisseur. À chaque poste où elle fait, c'est-à-dire elle construit, elle ne fait que construire. Voilà. C'est ça. Quand tu prends Dodi Kokoroko, c'est la même chose. Mais on n'est pas dans le même parti. On n'est pas dans le même objectif politique. Sur la question, comme j'ai dit, pour Ingrid, pour ce que je sais, pour les positions j'ai appris qu'elle prend sur la démocratie, je veux dire, on n'est pas dans la même option, dans la même veine. Mais il faut reconnaître que la cité de la Caisse, la rénovation de la cité de Baguida, l'ancienne caisse qu'on a rénovée avec ses piscines, etc., il faut reconnaître que c'est un travailleur. C'est-à-dire que c'est des gens, quand ils se lèvent, ils travaillent, ils font quelque chose. C'est la même chose au niveau de l'éducation. Ce qu'il y a eu avant Dodi Kokoroko, on n'a rien vu qui a bougé. Il est venu,
il prend des mesures. Quand tu prends des mesures, quand tu fais des erreurs, on va te critiquer. Mais au moins, tu n'es qu'un bon gouverneur que quand tu sais prendre des mesures, quitte à faire des erreurs qu'on te critique. Alors sur ce plan-là, je considère qu'il fait quelque chose. Ce que je n'ai pas aimé, c'est à un certain nombre de débuts, la façon dont il a géré les problèmes des syndicats des enseignants. Ça a été un peu dur. C'est comme s'il y a querelle, quoi. Alors que entre le gouverneur qui doit satisfaire les intérêts des syndicats et il ne doit pas y avoir querelle. C'est-à-dire que même si le ministre, tu n'as que 37 ans et qu'il y a des syndicalistes qui ont 58 ans, en tant que ministre, tu es comme un père de famille pour eux. Tu dois être prêt à les écouter, à ne pas trop les sanctionner. En tout cas, voilà quoi. Mais sur le plan de ce qui se passe au niveau de l'éducation, il fait des choses et il faut le reconnaître. Le dernier sujet sur lequel je voudrais que vous réagissiez avant que nous donnions la possibilité aux auditeurs dans 2-3 minutes pour participer à l'émission, en sachant très bien qu'il y a aussi d'autres questions, notamment au niveau de l'actualité nationale et internationale. C'est ce qui apparaît comme une bombe pour certains venant du président français qui estiment que c'est une connerie la limitation du mandat présidentiel. Oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais moi, depuis son élection, j'ai toujours dupé du président Macron. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, avec le rejet de la France dans un certain nombre de cités africaines, et même américaines, ce qui se passe en Haïti, les relents que les gens ont contre la politique française en Haïti et dans d'autres autres pays là-bas, je considère que c'est lié à la manière de Macron. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, je ne veux pas le dire de manière péjorative, mais c'est, comment on appelle, c'est un petit Napoléon Bonaparte. Franchement, il a cette allure. Et vous savez, moi en politique, ou même dans ma vie, je ne crois pas à l'exotérique, hein, c'est-à-dire que j'ai fait le principe de ne croire que ce que je vois physiquement, pour être protégé. C'est-à-dire que, à force de ne pas pouvoir maîtriser l'invisible, j'ai préféré de faire comme tout ce qu'on dit de l'invisible là, que ça n'existe pas. Que ça n'existe pour moi que la foi de ce que je vois physiquement. Mais, il y avait quelque chose qui circulait depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, qu'on disait que Nostradamus avait prédit. Je ne sais pas si vous avez eu vent d'un truc comme ça. Souvent. Ah, moi je l'ai écouté comme ça, que Nostradamus avait prévu que la France allait connaître un président. Un jeune président. Un jeune président, qui serait un antéchrist. Et qui, etc., etc. J'ai écouté ça, mais comme c'est des choses auxquelles je ne crois pas, c'est-à-dire que mon instinct même n'est pas guidé sur ces choses. Il n'est pas guidé sur ces choses, je n'ai pas fait trop attention. Mais quand je vois aujourd'hui comment Macron, il renverse les valeurs, et comment il viole les tabous, comment il bouleverse les codes, je me demande, est-ce que la prédiction de Nostradamus, est-ce que ça ne veut vraiment pas dire quelque chose? Voilà. Et c'est un exemple, le fait qu'ils mettent les pieds dans la fourmilière comme ça. Tu ne peux pas être au milieu des enfants et il y a un essaim d'abeilles et puis tu tapes dans l'essaim d'abeilles. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il fait? La limitation de mandat, c'est un principe. Vous savez, j'ai mon beau-père qui est un chef traditionnel et qui m'a dit une fois que dans les anciennes chefferies traditionnelles, les Fioko, Nanyintovaya, dans les anciennes chefferies traditionnelles, que la chefferie, ce n'est pas une petite chose. Parce que quand il y a quelqu'un dans le village qui est mauvais et qui peut causer des problèmes à tout le village, à cause de lui, tout le village peut être déstabilisé, on peut décider de l'éliminer pour que le village puisse vivre. Ça, c'est au niveau de nos anciennes chefferies. Alors, que dire d'un président de la République? Donc, ça veut dire que le pouvoir qui lui est confié, toute l'armée à sa disposition, tout le budget de l'État à sa disposition, est tellement fort que vous ne pouvez pas le laisser là-bas à vie. Il faut nécessairement le limiter. Moi, je considère que c'est ça. À moins que vous laissez un régime parlementaire, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui a le pouvoir, mais c'est un groupe de personnes qui ont le pouvoir et il peut y avoir de critiques au sein. Donc, partout pour moi, où l'exécutif est un pouvoir à une tête,
il faut que ce soit limité à 2 mandats. Bien, merci Jean Kissi. Vous êtes du comité d'action. Vous avez constaté quand même que j'ai du mal à vous situer au niveau du Je cas. suis secrétaire national du comité d'action pour le renouveau. Je suis le secrétaire national du bureau de la transition. Je ne sais pas pourquoi vous avez... J'hésite. En tout cas, ce qui nous intéresse à Pyramide, c'est beaucoup plus les gens qui viennent, qui commentent l'actualité pour nous que les querelles qu'il y a au niveau du comité d'action pour le renouveau. Nous avons 2 numéros pour que les auditeurs puissent intervenir dans l'émission. C'est 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. On m'a signalé qu'il y a déjà un premier auditeur qui est en ligne. On va l'insérer dans le direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est Télé. Ok, monsieur Jacques-Christine, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je n'arrive pas à l'écouter. Ok. Bon, si aujourd'hui, on voit le cas, deux partis, je vais dire, de l'opposition, le CAR et l'UFC, dans ce train-là, je pense que c'est la mission qu'on a confiée à Fonds National de faire disparaître les 2 partis. Parce que ces 2 partis ont tremblé son papa. Le président Eyadema, les 2 partis, les CAR et l'UFC, ont fait trembler le RPT dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire disparaître. Alors, le président Faure a fait tous les moyens pour faire tout possible pour que ces 2 partis disparaissent sur la scène politique. Je ne sais pas si, au niveau de CAR aujourd'hui, ce que M. Chakissi représente comme une transition, le parti CAR a fait un congrès dont on l'a déposé au ministère de l'Administration territoriale. Ici, je ne sais pas si ça existe là-bas. Maintenant, il y a un autre congrès qui a été fait et que je ne sais pas si ce dossier-là aussi est à ce ministère-là. Ce que je voulais demander à M. Jean-Christophe aujourd'hui, nous voulons savoir aujourd'hui la force de notre justice. Si cette justice-là est une justice réelle, on va la voir à l'œuvre avec ce dossier du cas. Il y a fait 2 congrès dont les 2 dossiers sont à ce ministère-là. Qu'est-ce qu'on va nous fournir si le cas de M. Jean-Christophe, le cas de M. l'autre là, Daké, c'est lui qui est en fonction, on doit savoir. Parce que le congrès de CAR a dit qu'il y a une transition de 2 ans. Et si un autre est dans un mois après, ce même ministère a donné petit à ce même parti d'aller à un autre congrès pour nous faire sortir encore un nouveau bureau. On voudrait savoir si réellement la justice du Togo fonctionne normalement. Donc, il faudrait, je demande à M. Jackson d'amener très fort ce dossier-là à la justice, qu'on voit clair la force de la justice togolaise. Bien, merci Pelé pour votre intervention. Vous avez constaté... Ah, c'est Pelé. C'est Pelé, oui. Vous avez constaté depuis le début de l'émission que j'ai pas de questions sur cette petite guerre qu'il y a entre vous là-bas au niveau du cas et votre présence. Nous voulons profiter de votre expertise sur un certain nombre de questions que les questions qui sont des questions entre les faits du cas. Mais maintenant, ceci étant, il a posé une question sur la justice togolaise. Est-ce que vous attendez à ce que le droit soit dit prochainement en ce qui concerne les dissensions que vous avez au sein de votre parti? En fait, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que quand vous êtes dans un processus, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on est dans un cadre d'un parti politique, il faut que les populations voient par elles-mêmes et qu'elles se font une idée. C'est pour ça que tous les processus doivent aller jusqu'au bout. En fait, ce qu'on observe en ce moment dans un certain nombre de pays d'Afrique, c'est que on commence par ressentir un certain nombre de désirs des juges à être jaloux de leur indépendance. Il y en a. C'est-à-dire que la main des pouvoirs et la façon dont même la justice est organisée est telle qu'il est difficile d'être indépendant, mais on voit un certain nombre de juges qui arrivent encore à sortir leur épingle du jeu et à démontrer que
Donc je crois qu'il faut mettre tout ça aussi à l'épreuve lorsque on est dans des situations. Donc vous avez de l'espoir que le droit sera dit. Il faut mettre tout ça à l'épreuve. Je crois que la phrase que j'ai dite, c'est ça, c'est de mettre tout ça à l'épreuve. Et puis, progressivement, la population se forge son opinion. Vous comprenez? On sait, lorsque nous sommes allés à notre congrès, le congrès unitaire, donc celui des 29 et 30 avril, où toutes les fédérations ont été représentées, le congrès unitaire, nous sommes allés déposer nos dossiers au niveau du ministère. Et ça n'a pas été rejeté. Le ministère n'est même pas appelé à se prononcer. Les gens ont vendu du mensonge aux gens en disant que on a dit qu'on va dissoudre le parti, que c'est l'information qu'ils ont eue du ministère, ce qui est faux. Ces arguments fallacieux, avec ces arguments fallacieux, ils sont allés tromper un certain nombre de présidents fédéraux, ils ont manipulé les gens et ils sont allés à un autre congrès. 4 mois après, est-ce qu'on tient un congrès 4 semaines après un autre? Non, mais en fait, moi, ma question, c'est que vous êtes en procès. On va attendre que la justice fasse son travail. Oui. Est-ce que c'est pas mieux? Oui, mais c'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Les commentaires qu'il a fait, c'est de ça que je parle. Et je dis, c'est juste une façon de mettre les événements à l'épreuve. Il a posé une question qui, c'est la première fois que j'ai en fait cette position venant de quelqu'un qui intervient très souvent. Il dit que c'est une mission du chef de l'État actuel de faire disparaître le cas et l'UFC. Est-ce que vous avez aussi cette lecture-là? Je ne sais pas si le chef de l'État y est impliqué. Je continue à me poser la question. Mais le pouvoir unir et les membres du gouvernement sont impliqués. Pour faire disparaître de ces deux partis? Ah oui, naturellement. Faire disparaître, le fait disparaître ou le fait affaiblir? En fait, ils ont envie de mettre ces deux partis derrière eux. En fait, c'est ceux qui sont nos proches. C'est ceux qui mangent chez nous qui doivent diriger le parti. Voilà un peu ce qui se passe. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Est-ce qu'en politique, est-ce que c'est pas normal en politique? Puisque par exemple, c'est une question de rapport de force. Si vous avez la possibilité d'affaiblir les autres pour qu'ils se mettent derrière vous. Vous croyez que c'est normal? Non, ça c'est de... Comment dit-on ça? C'est de l'achat de confiance. Je sais pas, il y a un mot, je ne retrouve pas encore le mot. Quand vous allez sur le terrain, vous faites campagne pour que votre adversaire devienne faible, on comprend. Mais quand il y a des partis qui sont formés et que vous utilisez l'appareil de l'État et que vous utilisez les moyens de l'État pour acheter des gens parmi eux, et qu'ils trahissent et qu'ils vous ramènent le parti, c'est ça, la politique, ça vous amène à quoi? Ça amène à des mouvements comme le 19 août, hein, je vous assure tout. Bien, là où vous ne laissez pas une marge à l'opposition, vous connaissez des explosions. Ça, c'est la nature des choses. Recherchez, faites vos recherches. Vous n'allez trouver merci, deuxième auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est David à l'appareil. C'est David. David, allez-y. Je t'appelle de Conakry. Oui, allez-y. Monsieur, bonjour. Bonjour, David, monsieur David. David, est-ce qu'il pleut chez vous là-bas? Je vais réagir sur le sujet des casques. David. Allô? Est-ce qu'il pleut chez vous là-bas? Il pleut, mais ça s'est arrêté momentanément. Ok, parce qu'on me signale qu'il pleut assez fortement du côté de Kévier. Je viens de lire un auditeur qui pleut fortement. Sur le sujet des casques là. Allez-y. Les casques que nos parents portaient au mois de pas. C'est pas plus ça aujourd'hui quoi. Les casques que nous portons aujourd'hui, les casques, même vous tenez les casques en main, même ça tombe, vous accrochez ça sur votre mot, ça tombe, ça se casse. Et puis il n'y a pas vous ne pouvez pas vous éclairer sur la qualité des casques. Parce que moi je vois que les casques que on nous a dit de porter maintenant, c'est pas de la bonne qualité. Pour moi c'est de l'escroquerie quoi. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous protéger en cas d'accident, mais ça ne peut pas vous protéger. Est-ce que vous pouvez en parler? Personne n'en parle quoi. Même les journalistes, si des casques là, ça a revoir quoi. C'est pas pour des bonnes qualités. D'abord, l'État n'a pas subventionné les casques. Maintenant, on nous force de porter ce qui n'est pas bon. Et ça ne peut pas nous protéger. Vous n'en parlez pas, c'est pas bon. Bien, merci. Allô? Je vais te dire, sur le sujet des cas là, j'ai des petits conseils à donner à mon grand frère ici. Donc, je vais lui donner des conseils ici. Il peut s'arranger pour parler avec l'autre cas là. Oui. C'est bon. Donc, au cas échéant, ils n'ont pas dit pour créer une autre partie. Parce que c'est le pouvoir qui est à la manœuvre. On le fait. Ici, on connaît tout. Bonne émission. Bien, merci. Sur la question de la question de la qualité. Il a posé une question qui est très importante que je n'ai pas. Bon, c'est la question de la qualité des casques. C'est ça, de la qualité des casques. Je ne sais pas si vous avez le même élément. Vous avez le même élément parce que il a raison. Mais là, il a formellement et grandement raison. Pour quelque chose dont dépend la sécurité des gens, pour le vendre, il faut voir la qualité. La qualité doit être l'une des premières exigences pour avoir le casque.
quand vous allez dans les pays européens, quand vous allez, il y a pas de ZEM, mais les gens conduisent des motos. L'un des éléments principaux, c'est que les casques que les gens portent répondent à un certain nombre de normes. Et quand vous fabriquez un casque qui ne répond pas à cette norme-là, vous ne pouvez pas le vendre. Ni en Belgique, même ni en Croatie, vous ne pouvez pas. Alors, il vient de poser une question importante sur laquelle le ministre du Commerce et le ministre de la Sécurité doivent travailler, c'est chercher des experts qui peuvent leur donner des conseils et leur trouver le moyen d'analyser la qualité du casque pour sa propension de protection des usagers. Mais il y a un souci là. Aujourd'hui, les casques sont en train d'être vendus. L'opération est en cours. Donc, il est difficile aujourd'hui de commencer par expertiser les casques que les gens ont déjà achetés. Ça aurait dû être fait en amont, n'est-ce pas? Oui, mais dans ce domaine, mieux vaut tard que jamais. Il faut commencer au moins, on peut commencer par arrêter les commandes. C'est-à-dire que maintenant, quand un conteneur de casque arrive, il doit avoir une mesure de sécurité, un contrôle de normes. Et ce n'est pas, on fabrique pas, quand vous allez dans ces pays-là, ce n'est pas 1000 personnes qui fabriquent des casques, c'est peut-être 100 sociétés. Donc, on peut savoir que le casque de cette société-là ne répond pas aux normes. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer par les bloquer. 2, c'est là où un État vaut un État. Parce qu'ils ont déjà commis l'erreur. Mais au cas où vous aurez trouvé qu'il y a un certain nombre de casques qui ne répondent pas aux mœurs, aux normes, c'est là où il faut faire de la subvention. C'est-à-dire qu'il faut subventionner un certain nombre de casques que quand tu as l'ancien casque qui ne répond pas aux normes, tu le ramènes, on te donne un nouveau casque qui répond aux normes, on te récupère l'ancien. C'est pour ça aussi qu'un État est là. Je considère que c'est... Moi, je n'étais pas au courant, hein, et c'est pour ça il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout connaître. Il a mis l'accent sur quelque chose de très important, peut-être du plus important même dans ce dont vous avez parlé, qui est en cours. Mais en fait, quand il dit que les journalistes n'en parlent pas, là aussi, il n'a pas totalement raison, puisqu'on en parle notamment sur notre antenne, à plusieurs reprises. Je crois que il en a parlé là. On va une nouvelle fois en parler la semaine qui arrive, puisque tous les médias. On aura des invités du ministère de la... Oui, si vous permettez 10 secondes, ça aussi c'est l'autre aspect de la gouvernance. Sur une question aussi sensible de vie ou de mort, normalement on aurait dû donner de moyens aux médias pour faire de la sensibilisation. Quelques semaines avant même que l'opération... Bien, merci. Allô? Allô, bonjour Pyramide. Oui, bonjour Pyramide. C'est Alassane. Alassane. Oui, j'appelle de faire discoter. Oui, Alassane, allez-y. Ah, il pleut, je t'attends qu'il pleut actuellement discoter. Il pleut actuellement discoter. Ok. Il pleut à discoter. Donc, je voudrais saluer M. Jean Kissi, que j'apprécie beaucoup. Je viens également d'apprécier ça, Francis, par rapport aux œuvres du peuple. Notre ami, est-ce qu'il est là? Par rapport à la situation avec le car, le vrai problème du car, c'est, à mon avis, c'est Jean Kissi est daté. Le vrai problème du car, c'est Jean Kissi est daté. Jean Kissi est daté. J'aimerais que Jean Kissi prenne son téléphone, qu'il appelle M. Daté, qu'il se retrouve deux, quelque part, à deux. Et je pense qu'ils vont résoudre le problème. Il y a une guerre entre M. Daté et M. Jean Kissi. C'est tout le problème du car. Okay. Je pense que les deux peuvent s'appeler et s'asseoir, ils vont régler le problème. Bien, je vous remercie. Merci. Tout d'abord, je me poser à Jacques s'il a question de lui. Je l'apprécie quand il est en Bénin, quoi. Oui, en fait, le problème est que là, votre intervention est assez défectueuse. Là, on a du mal. Bonne émission alors. Ok, merci. Merci quand même. On a pu retenir qu'il souhaiterait que vous voyez là-bas au niveau du cas qu'ici est daté, que vous serez les réels problèmes au niveau de ce parti, si vous voyez, éventuellement de votre entente, le car allait redémarrer, ou redémarrer sans trop de soucis. Est-ce que nous avons un autre auditeur après Alassane? Nous allons parler de cette actualité africaine qui prend tout le monde de coup depuis cette semaine, le 30, c'était le coup d'État au Gabon. Tout le monde était surpris. Je ne sais pas si vous l'avez été aussi. Oui, j'ai été un peu surpris. Oui, disons que j'ai été surpris. Oui. Après, ça me semblait un peu compréhensible, un peu trivial, mais j'ai été quand même surpris parce que
j'ai jamais été au Gabon, mais j'ai des amis qui vont au Gabon. J'ai des amis qui sont très introduits au Gabon. Et en principe, ce que le pouvoir gabonais même pense, le pouvoir gabonais a l'habitude de penser que ces soldats ne peuvent jamais faire de coup d'État, qu'ils sont mous, qu'ils ont eux-mêmes l'habitude de dire même que leurs soldats, c'est des fonctionnaires, quoi. C'est-à-dire que c'est un cadre aussi dans lequel on recrute des gens pour leur donner un salaire, et c'est tout, quoi. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas les militaires gabonais sur les grands schémas d'opération. Lorsqu'on dit qu'il faut aller au Mali, il faut aller en Côte d'Ivoire avant, il faut aller ici, il faut aller au Congo démocratique, vous ne voyez pas les Gabonais. Donc on croyait que en fait c'était des soldats mous, c'est ce qu'on pensait. Donc quel que soit ce qui se passe, jamais aucun de la famille Bongo ne pourrait rêver qu'il y a un militaire gabonais aussi courageux pour faire un coup d'État, non. On n'avait pas cet avis d'eux. Ils avaient beaucoup même rigolé lorsque le capitaine là, avait tenté de faire ce coup-là. Et ça rigolait. Ils avaient même des histoires pour en rigoler au Gabon. Donc, il y a ça. Mais le feu couvait depuis parce que il y a, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire du Gabon, il y a eu, il y a quelques années, je crois qu'il y a exactement 2 ans, il y a eu un soupçon de coup d'État qui a été éteint dans l'œuf. En principe, ce n'en était pas une, où on avait arrêté Lacruche et 9 autres personnes. Le célèbre Lacruche qui était directeur de cabinet de Bongo en ce moment, qui était le maître à tout faire. On l'avait arrêté avec. Ils sont même encore en prison jusqu'à ce coup d'État. Donc, il y avait quand même des choses. Mais il faut dire que c'était une surprise du coup d'État et de celui qui l'a fait, sa proximité avec la famille Bongo, c'est quand même une surprise. Allô? Allô? Oui, oui, c'est Pelé qui revient. Oui, allô? Bon, je pense que le coup d'État, ça se prend toujours celui qu'on l'a fait, hein, c'est clair. Bon, le Gabon appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à la famille Bongo. Ça peut arriver partout. Ceux qui croient qu'ils sont éternels sur le pouvoir, si c'est faux, ça peut arriver. Bon, je voudrais arriver encore à M. Jean. Nous sommes dans un processus électoral. Qu'en aura-t-il avec le cas quand vous êtes toujours au niveau de la justice jusqu'à le 31 décembre? Merci. Oui, non, non, le CAR prendra part au processus électoral en cours. Donc, ne vous en faites pas. On se prépare. On ne danse pas sur un seul pied. On a plusieurs stratégies. Permettez qu'on ne dévoile pas toutes les stratégies ici, mais on se prépare ardemment. Ne vous en faites pas. Maintenant, quel processus électoral? C'est même la question qui se pose, parce que vous voyez que la CENI que nous avons, c'est une CENI totalement incompétente, totalement incapable d'organiser des élections. C'est une CENI qui n'est même pas capable d'organiser un recensement, et ce n'est pas le premier recensement au Togo. Donc, vu aussi ce qui se passe un peu dans la sous-région, etc., vu ce qui s'est passé au Gabon, il faut alors se dire que désormais, il faut faire attention que les processus électoraux soient bons et totalement transparents pour que ça ne dégénère pas dans autre chose. Nous qui sommes des démocrates, et nous disons que les démocrates par principe condamnent les coups d'État, nous qui sommes des démocrates, on voit aujourd'hui que les causes même de plusieurs de ces coups d'État, c'est de mauvais processus électoraux. Donc si on sait en tirer les leçons, il faut que désormais le processus électoral soit démocratique et totalement transparent. Si on ne veut pas connaître les mêmes sorts que les autres. Donc, de quelle élection parlons-nous même? La question même là se pose. Il y a cette question de François qui dit à quoi devons-nous nous attendre si la justice donnait raison au candidaté? Va-t-il rejoindre notre parti politique ou va-t-il créer son propre parti politique? Il parle de moi, c'est ça? Bien sûr. Non, d'abord, la question a été posée. D'abord, je ne suis pas seul. Le camp qui n'a pas accepté la forfaiture du 27 mai, c'est-à-dire que le congrès de la division, c'est dans ce cas que se trouve Nador. Et c'est Nador qui nous pilote. Ce n'est pas une question, en fait, entre moi et quelqu'un. C'est Nador qui nous pilote aujourd'hui. Moi, je me suis dit, lorsque les événements sont passés depuis le 29 et 30 août,
tout le monde savait que, voilà, il y avait une histoire comme ça, mais je me suis dit, si cela devait être dû à moi, que c'est moi qui devais devenir président, et si je ne deviens pas, le quart doit casser. Donc, il faudrait mieux, voilà, laisser une autre possibilité. Et c'est pour ça que j'étais la première personne à accepter la transition. Voilà. Donc, si je voulais faire, ça doit être moi, sinon ça va casser, ça allait casser. Oui, donc sur la question. Donc, depuis là, moi, j'étais ouvert, donc tous les ténors sont un peu de ce côté. Mais, j'ai même dit que c'est... La question, c'est... Non, c'est ce que je veux dire. J'ai même dit, on met à l'épreuve parce qu'on veut que les Togolais même se fassent une idée jusqu'à la fin de ce qui se passe. Donc, si c'est clair qu'on leur donne raison, nous prendrons les dispositions qu'il faut pour exister, pour sauver l'héritage de Maître Aboibo. Donc, vous créez voilà. un parti. Nous prendrons les dispositions qu'il faut. Non, mais pour exister, en fait. Oui, ben pour exister, vous pouvez pas exister. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais de toutes les façons, telles que les choses se passent aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur la scène politique, en principe, on ne peut pas même être dans le désespoir et commencer par envisager ça. Il y a ce message que je vous lis là, c'est le message de René Aguiya. Il dit, je remercie le Seigneur du fait que mon bien-aimé, c'est comme ça qu'il vous désigne, hein, mon bien-aimé gentil ici n'est plus sur l'emprise de son mentor, il parle librement et bien même, félicitations. Selon moi, il est un très bon politicien parmi tant d'autres. Est-ce que vous aviez été, comme il le dit là, est-ce que la présence de Maître Yaoui Aboibo quand il était encore vivant, est-ce que sa présence vous empêchait de prendre des positions, de parler librement comme il le dit là? Je ne sais pas si vous parlez librement là devant moi, je ne sais pas. Non, c'est sous Aboibo que je me suis fait en fait. Et on a cheminé ensemble. Nous avons commencé avec Aboibo dès que nous étions rentrés à l'université. Et les événements ont fait que, voilà, il m'a laissé le champ de m'exprimer, etc., de faire. Et puis, vers les derniers moments, hein, toutes les campagnes de 2019, etc., vous avez vu, au-delà du fait d'aller sur les médias, vous voyez si vous scrutez encore nos meetings où Maître Aboibo même est là, et je suis la dernière personne qui parlait avant lui. C'est-à-dire c'est celui qui parlait avant le maître. Donc, en fait, je croyais qu'il avait tracé le chemin. Hein, donc, je n'ai pas de doute à avoir à ce niveau. Puis, non seulement Maître Aboibo était mon chef de parti, mais de l'autre côté, s'il a pris un enfant dans tout ce groupe, qu'il a formé comme un fils spirituel, c'était moi aussi. Hein, tout ce que je sais de ce domaine et que je défends, que ce soit le phare, que ce soit la religion chrétienne, ma profondeur de la connaissance de la religion chrétienne, tout ça, c'est lui qui m'apprenait. La plupart des livres que j'ai utilisés pour connaître ces choses, c'est lui. Il m'a mis un certain nombre de livres dans la main qu'on ne peut pas mettre dans les mains de tout le monde. Franchement, je ne veux même pas appeler certains titres ici, mais je vous le dirai peut-être après l'émission en nom. Non, mais en fait, vous allez trembler ou comment? Revenons à ce coup d'État au Gabon. Certains disent que ce n'est pas un vrai coup d'État. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Est-ce que vous aussi, vous doutez? Parce que un certain nombre d'Africains et d'observateurs estiment que ce n'est pas un coup d'État à la dimension de ce qui s'est passé, par exemple, au Niger ou au Burkina Faso. On fait comme si un coup d'État, on doit dire que ça, c'est le coup d'État qui me réjouit ou non. Moi, le coup d'État au Gabon me semble le plus, comment je dirais, si je dis défendable, ça va être comme si c'est un démocrate qui défend un coup d'État. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires gabonais ont stoppé un coup d'État électoral en cours. Donc moi, je ne crois même pas que c'est un coup d'État qu'ils ont fait. Ils ont stoppé un coup d'État électoral en cours. Voilà qu'on va à des élections. Et l'ancien pouvoir qui est là, avant même que les élections se terminent, il ferme l'Internet. Ça, c'est une violation des droits. Il met le couvre-feu. Il interdit, il suspend les médias, même un certain nombre de médias internationaux. Et puis, il commence à vouloir négocier avec son vis-à-vis pour lui dire qu'il va devenir son Premier ministre. Alors, le vis-à-vis sort sur les médias, il dit non, je ne deviendrai pas Premier ministre Ali Bongo, que je demande à Ali Bongo de quitter le pouvoir et qu'on va le protéger, on va lui mettre tout ce qu'il faut à la disposition pour qu'il ait une bonne sortie. Ça, c'était encore les paroles de Ondo Ossa le matin
avant le soir du coup d'État. Mais il ne l'a pas écouté. Et puis, il demande quand même, après toutes ces discussions qu'ils sont en train de faire, il appelle le président de la CENI dans la radio, dans le média qui est au sein de la présidence, et lui intime, proclame tel résultat. Et ils étaient en train de proclamer. Et les militaires arrêtent ça. Donc, les militaires ont en fait arrêté un coup d'État électoral en cours. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour savoir ça? Est-ce qu'ils ont arrêté? Puisque on sait que, officiellement, selon les résultats là, Ali Bongo aurait gagné, ou allait gagner par 64% des voix. Oui, mais ils ont même dit, c'est-à-dire avant même qu'ils n'arrêtent, ils ont même dit les chiffres. Mais Ali Bongo n'est pas président. Donc, ils ont arrêté ce qui se faisait au profit de Ali Bongo. Donc, ils ont arrêté le coup d'État électoral en cours. Vous ne doutez pas que ce n'est pas un vrai coup d'État. Certains estiment que c'est juste une révolution de palais, c'est un membre de sa famille. Mais est-ce qu'une révolution de palais ne peut pas être un coup d'État? Une révolution de palais est un coup d'État. Je ne sais même pas comment le style de langage des gens. Une révolution de palais est aussi un coup d'État. À partir du moment où celui qui était là, celui-là n'est plus là, c'est un coup d'État. Est-ce que Ali Bongo, qui veut voler les élections, a pu aller à son bout? Non. Est-ce que c'est Ali Bongo qui est l'homme fort du Gabon aujourd'hui? Non. Donc, on a arrêté un coup d'État électoral en cours et c'est quelqu'un d'autre qui est là. Maintenant, la question que vous pouvez me poser, est celui qui, en fait, dans le subconscient de tous les Gabonais ont gagné les élections, a gagné les élections, qu'en fait-on? C'est peut-être la question prochaine. Oui, mais le coup d'État a été consommé, ça a été fait. Justement, c'est ça la question, parce que visiblement, on a senti que le pouvoir de Bongo est rejeté et que les résultats allaient donner gagnant Ondosa. Il devient quoi finalement? Parce que c'est un peu comme si en Afrique, quand une opposition, comme c'est le cas là, allait triompher, dans certains cas, on fait intervenir l'armée. Oui, mais en fait, il y a deux schémas. Et là, je le dis aussi ouvertement, je le dis peut-être pour inspirer ceux qui nous écoutent, le chef de l'État, le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, ceux qui vont aller en négociation dans les autres dossiers de coup d'État, même ceux qui vont aller au niveau de la CEDEAO, je le dis aussi pour eux tous. Alors, la situation dans laquelle on est, il y a deux solutions. Il y a deux alternatives. La première alternative, c'est ce qui s'est passé. Il ne faut même pas faire comme si ça ne s'est jamais passé. C'est ce qui s'est passé en Gambie et en Côte d'Ivoire. En Gambie, on a été aux élections. Yaya Jammeh, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, a rassemblé un certain nombre de ministres. Il a téléphoné à l'autre, il a reconnu sa victoire. Et puis après, le parti est venu lui demander non, jamais. Et après, il dit encore non, en fait, qu'il a gagné. Et il fait proclamer un autre résultat. Alors la CEDEAO lui a dit non. Tu as déjà dit que tu as déjà félicité l'autre et ça a été enregistré. Du coup, tu t'en vas. Si tu ne veux pas, les soldats de la CEDEAO viennent. Et celui qu'on était en train de voler, ils sont venus, Alpha Barrow, et ils ont installé au pouvoir. Donc, Adama Barrow, excusez-moi, on l'a installé au pouvoir. Donc, il ne faut pas dire que ça ne s'est jamais passé. Ils peuvent décider, en voyant les résultats, d'installer Ondosa au pouvoir. La même chose s'est passée avec Ouattara. Lorsque les événements se passaient avec Gbagbo et que les troupes de Guillaume Soro, appuyées par un certain nombre de pays étrangers, sont allés faire un coup d'État à Laurent Gbagbo et ils l'ont arrêté. Mais ils n'ont pas dit que le putschiste reste au pouvoir ou que les militaires restent au pouvoir. Ils ont remis la Cour constitutionnelle et la même Cour constitutionnelle devant qui Gbagbo a prêté serment, la même Cour constitutionnelle a installé Ouattara. Et c'est comme ça que Ouattara est président jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a l'alternative numéro 1. On peut installer aisément Ondosa en mettant la Cour constitutionnelle et en lui faisant prêter serment. Ça, c'est la première alternative. Il y a une deuxième alternative. Et ça met en jeu la difficulté du fait que lorsque les présidents veulent frauder, ils fraudent en amont. Il se pourrait même que Bongo ait bourré les urnes. Il a même fait des achats de confiance. Et que par conséquent, quand Ondosa décide aujourd'hui qu'on recompte les bulletins, et qu'on recompte les bulletins, mais que les bulletins de Ondosa ne soient pas supérieurs à ceux de Bongo parce qu'on a bourré les urnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut voir cette éventualité aussi. Dans cette éventualité, ce ne serait pas important pour la démocratie qu'on recompte les bulletins, mais qu'on fasse une brève transition et qu'on fasse de nouvelles élections plus libres et que quelqu'un vienne. Il n'y a que ces deux alternatives-là.
Les coups d'État, c'est devenu pour un certain nombre d'observateurs une pandémie, carrément. En fait, une pandémie, c'est peut-être une épidémie, parce que ce n'est pas tous les pays qui connaissent quand même les coups d'État. Mais est-ce que c'est quand même des événements qu'on peut comparer un peu, par exemple, au vent de l'Est? Parce que quand ce vent de l'Est, ça avait soufflé, on sait ce que cela a fait en Afrique, ou un peu le printemps arabe, dans le monde arabe. Est-ce que ce qui se passe là, puisqu'on sait, on a eu des coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, un peu au Tchad, au Niger, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que c'est dans la même dimension? Difficilement, parce que ce que vous dites du vent de l'Est et du printemps arabe, c'est un vent de démocratie qui a soufflé contre des dictateurs. Voilà. C'est un vent de démocratie qui a soufflé contre des dictatures. Mais dans ce cas d'espèce, il y a des pays où il y a des régimes démocratiquement élus à qui on a fait des coups d'État. Même si il y avait des erreurs au moment de leurs élections. Donc c'est là où il y a un peu de différence. Mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a un fond qui est le même fond. C'est que dans tous les pays où il y a ces coups d'État-là, on a l'impression qu'il y a un peu un sentiment anti-Macron, anti-français, mais beaucoup plus anti-Macron qui se développe. Et qui est l'argument que les gens utilisent pour se faire applaudir par les peuples. On a l'impression que tous les présidents qu'on a dégagés, c'est les présidents du précaré français qu'ils veulent maintenir. Et qui sont les chouchous de la France. Et sur lesquels la France ferme les yeux, même si certains n'organisent pas de bonnes élections. Et que ceux qui viennent les dégager, c'est des gens qui sont des panafricains. Voilà un peu ce qui est en cours. Disons, quand vous voyez Ibrahim Traoré au Burkina, son allure, c'est comme un nouveau Sankara qui est ressuscité et qui est venu. Et c'est sur ce pied-là, parce que moi j'étais allé au Burkina après son coup d'État. J'étais allé, j'ai même voulu tenter de le rencontrer, mais après j'ai dit non, si je demandais l'audience, j'allais pouvoir le rencontrer. Mais voilà, le fond c'est celui-là. Mali, Niger, Burkina Faso, le fond c'est le précaré français, ils veulent sortir du giron français. Surtout de la manière dont Macron gère le Togo. Peut-être qu'il y aurait eu encore... Gère l'Afrique, excusez-moi, ouais, parce que mon cas me préoccupe. Hein. On parle des autres, mais mes amis de la diaspora, surtout sur les réseaux sociaux, ils disent « Ah, mais il ne faut pas que les cas des autres vous occupent et que vous passez tout votre temps à parler de ça, vous ne parlez même plus du Togo. » Donc, moi, quoi, ce qui est dans ma maison ici. Sur les prédictions, par exemple, vous parlez des Français, sur les médias français, il y a quand même un certain nombre de prédictions qui font froid dans le dos, puisque certains estiment que c'est une série qui va continuer. On a cité, par exemple, sur cette liste, il parle du Congo, on parle de la RDC, on parle même du Cameroun. Est-ce que c'est pas inquiétant? Parce que presque 30 ans après les premières pioches lancées pour qu'il y ait plus de démocratie en Afrique, on a l'impression que tout est en train de s'écrouler là. Non, vous avez raison. Moi, avant le coup d'État du Niger, 2 semaines avant le coup d'État du Niger, quelqu'un m'avait dit qu'il allait y avoir le coup d'État au Niger. Et c'était tellement... C'est-à-dire que vous croirez que la personne est en train de blaguer. Alors, on n'en parle pas comme ça. Si le truc est aussi populaire que ça, est aussi sûr que ça, les gens prendraient les dispositions pour l'éviter. Et pourtant, 2 semaines après, c'est vraiment arrivé. J'ai appelé ma femme, je me suis dit la question, oh, tu ne te souviens pas que j'ai dit ceci une fois? Et c'est arrivé. Voilà le cas du Gabon. Et dans ce que j'avais écouté en ce moment, ils avaient dit que le Niger allait tomber. Et puis après le Niger, si le Sénégal ne renonce pas aux 2 mandats, au 3e mandat, que le Sénégal allait passer, et qu'après le Sénégal, c'est Ouattara qui allait passer. C'est ce que j'avais écouté, c'est un truc dans ce genre-là. Et puis après, le Niger est passé. Mais avant que le Niger ne passe, je crois que Macky Sall avait renoncé à son 3e mandat. Et ça s'est calmé un peu au Sénégal. Et puis, voilà le cas du Gabon qui est arrivé. Alors, moi, j'ai l'impression que la mentalité des acteurs africains est résolue à une chose. Ils n'accepteront plus les coups d'État électoraux et les coups d'État constitutionnels. Que tout chef d'État ou tout pouvoir qui continue de perpétrer des coups d'État électoraux ou des coups d'État institutionnels ou constitutionnels est en risque. Voilà ce que moi j'ai compris de
ce qui est en cours. Et je crois que si on le sait, on peut alors en tirer les leçons et changer. Quand j'étais dans des organisations, il y a une phrase qu'on répétait, que nous enseignent les faits. Alors, quand les faits nous enseignent que, en fait, dans tous ces pays-là dont nous parlons, quand vous prenez le cas du Mali, le Mali, avant les événements, en dehors de la situation djihadiste, vous vous souvenez qu'il y avait eu une élection législative où il y avait 35 sièges qui étaient critiqués, qui étaient en cours au moment du président. Là, Alpha Condé. Non, pas Alpha Condé, Ibrahim. Toumani Touré? Non, Ibrahim Boubacar Keïta, celui qui a été dégommé par Assimi Goïta. Donc, il y avait ces 37 sièges. Et en ce moment-là, le M5 RFP faisait des manifestations. Plusieurs ont conseillé au président d'annuler ces 35 sièges et de le réorganiser. Que c'est simple, et même de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il n'a pas voulu. Quelques semaines après, son enfant est en train de faire une fête avec des milliards, avec des filles sur un yacht, et ça a causé des problèmes, et après on lui fait un coup. Quand vous prenez le Niger, c'est la même chose. Quand les dernières élections s'organisaient au Niger, les gens leur ont conseillé qu'il ne faut exclure personne, que la solution du Niger, c'est que ces élections soient inclusives. Laissez Amadou venir à ces élections-là, quitte à le gagner, plutôt que de trouver des artifices pour qu'il ne se présente pas. Ils ont empêché Amadou de revenir, ils ont organisé les élections derrière lui. Dès le lendemain, avant la proclamation des résultats, ce qui s'est passé au Gabon a failli se passer. C'est Tiani qui l'a évité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait eu un coup d'État éphémère que Tiani a étouffé dans l'œuvre. Mais tout ça, ils n'ont pas tiré des leçons. Quelques années après, voilà que Bazoum est gommé. Pourquoi on ne tire pas des enseignements des faits? Ce qui se passe là, pour vous, est-ce que c'est un tournant historique pour le continent? Parce qu'au moment où tout cela se passe, un certain nombre d'observateurs parlent, ou d'Africains aussi parlent de panafricanisme. Il semble que c'est le moment pour l'Afrique de se réveiller. Est-ce qu'on va se réveiller à partir de ces coups d'État-là? Je le souhaite vivement. D'autant plus que je suis panafricaniste moi-même. Si je suis derrière Agboibo, quand nous on a été les jeunes héros, hein, HERO du mouvement estudiantin, délégués étudiants à la conférence nationale, presque tous les grands partis du mouvement nous ont courtisés. Si moi je suis allé chez Maître Agboibo, c'est une des raisons aussi, c'est parce que c'est Elo Matimati. C'est-à-dire que c'est le type africain, quoi. C'est-à-dire que Afevier, quoi. C'est le type qui est ancré dans nos traditions, qui ne vit que par nos valeurs, qui n'aime pas les grands fromages, etc., mais plutôt du veillé le matin. En tout cas, moi, j'ai un peu un sang panafricaniste. Donc, je suis tout heureux du courant panafricaniste qui accompagne ce qui se fait aujourd'hui. Et je crois que, en fait, si notre congrès s'était bien passé, le CAR devait aussi s'ancrer dans le pouvoir, dans ce courant panafricaniste. On devait mieux rentrer dans ce courant-là. Mais bon, je considère que c'est un espoir que ce courant panafricaniste ne soit pas seulement un courant populiste, que ce ne soit pas comme du marxiste à l'époque, mais que ce soit un courant concret qui veut vraiment établir une Afrique qui porte les valeurs africaines et qui se développent suivant l'Afrique. Je vais poser une question dans mon introduction, c'est de savoir ce qui se passerait, ce qui se cacherait dans les garnisons pour que chaque fois c'est les militaires qui interviennent, soit dans un certain nombre de pays pour établir un certain nombre de processus qui est en déviance, ou pour lutter efficacement contre les terroristes. Est-ce qu'ils ont la science infuse? Pourquoi c'est eux, les militaires? Non, mais c'est leur rôle, c'est leur job. Pour faire un coup d'État militaire, il faut... Est-ce qu'on a besoin d'un coup d'État militaire, justement? Non, mais c'est ce que moi je dis. Qu'en principe, en tant que démocrate, le principe d'abord, c'est de condamner un coup d'État. Maintenant, quand quelqu'un fait un coup d'État électoral, je dis, dans mon ordre de classification des choses, le coup d'État électoral est pire que le coup d'État constitutionnel et celui-là pire que le coup d'État militaire. Mais à partir de ce moment-là, ne nous posez pas la question qu'on arrête les coups d'État électoraux et puis l'Afrique ira mieux. Qu'on arrête les coups d'État constitutionnels où quelqu'un se lève, il enlève une virgule de la Constitution qui ne touche même pas l'article concernant le mandat et puis il dit que le compteur est remis à zéro. Quel compteur est remis à zéro?
Ici aussi, au Togo, on nous a parlé de compteurs remis à zéro. Allez demander à la CET si on accepte que des compteurs soient remis à zéro. Non, ce principe n'est accepté nulle part. Donc, je considère que, c'est pour ça que je disais dans une émission, on se meut des conséquences d'une chose, mais on refuse de traiter de la cause. Mais quelle intelligence! De quoi nous parlons? Et c'est pour ça que je dis, il faut que nous tirions un enseignement des faits. Il faut qu'au Togo aussi, nous tirions un enseignement de tous ces faits-là. Ça veut dire qu'au Togo, nous avons encore une chance. C'est que nous avons au moins des élections législatives avant les prochaines élections présidentielles. Et qu'il faut commencer par démontrer au peuple que ces élections législatives qui viennent vont être des élections totalement transparentes pour ne pas sombrer dans les mêmes risques. Au moins ça, c'est la petite leçon qu'on peut tirer de ça. On a organisé des élections au Togo. Celui qui est le challenger de celui qui s'est assis au pouvoir, on a été obligé d'aller attaquer sa maison et aujourd'hui il se trouve à l'exil. Après lui, il y a l'évêque qui a donné son nom, qui a initié le mouvement qui a porté ce candidat-là. Son assistant est menacé, il a dit à la suite de son assistant l'accompagner à l'extérieur. Mais il faut que tout ça se calme. Il faut ramener tous ces gens au pays. Il faut discuter entre nous et organiser des élections législatives et régionales transparentes, totalement démocratiques et totalement transparentes, qui nous permettent de rire entre nous. Que quand moi et les ministres unis, on se voit, qu'on se tape sur l'épaule, qu'on fasse quelques pas ensemble, qu'on puisse rigoler ensemble parce qu'il y a eu l'apaisement et parce que nous avons eu des élections totalement transparentes. Si les législatives d'ici mars 2024 se passent comme ça de manière transparente et totalement démocratique, mais il est normal que la présidentielle qui va se passer un an après, en mars 2025, va se passer alors de manière calme. Et la passation de pouvoir sera calme. Et dans ces conditions, on n'a pas besoin que les armes crépitent. Voilà, c'est toute la question que je pose. Que nous enseignent les faits, M. Pierrot? Il nous reste une minute, quelques secondes pour terminer cette émission. Déjà? Oui, déjà. Il y a une particularité. Votre montre le cours plus que la mienne. Il y a une particularité sur laquelle je voudrais qu'on s'appesantisse quelques secondes. C'est votre manière d'intervenir dans les médias. Vous êtes peut-être le seul. Parce que quand vous allez au Sénégal, on parle le français et en même temps on mélange avec le Wolof. Quand on va en RDC, on remarque la même chose. Parfois aussi dans un certain nombre de pays sahéliens, mais rarement au Togo. Vous, par exemple, quand vous intervenez, on vous écoute, vous parlez, et puis vous dites un certain nombre de mots mis en français, en élevé. Qu'est-ce que vous voulez en réalité laisser? C'est un modèle que vous êtes en train de... Non, c'est le fait tout simplement que moi je ne suis pas politicien. Ce que je fais, je le fais avec le cœur, je le pense. Parce qu'il paraît que la politique, c'est l'art de tourner les gens, de faire... Non, moi, quand on dit vous les politiques, je n'aime même pas qu'on m'appelle comme ça. Je suis un combattant de la démocratie. Vous savez, si vous vous rappelez, ça dit on n'a pas quitté de zéro, quoi. Nous, Maître Agbouibo, Maître Degli, Maître Jovigali, etc. Vous savez, le premier livre de Maître Agbouibo qu'il a sorti, ce livre est intitulé « Combat pour un Togo démocratique ». Au début, Maître Agbouibo, pendant longtemps, n'a pas voulu créer de parti. Non, mais en fait, tu te souviens? Non, notre temps est fini. En réalité, moi, je voudrais savoir, le fait de dire VI, les codes dans l'eau, en fait, c'est un peu comme les Sénégalais. Est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez éventuellement... Oui, ça ne peut être comme ça quand vous faites la politique avec le cœur. Ça veut dire que ce que tu as dans le cœur, tu ne peux le dire que de la manière dont tu peux le mieux l'exprimer, sans avoir crainte, sans avoir un tabou que tu parles le meilleur français, il ne faut pas utiliser tel mot. Je ne fais pas ce calcul-là. Je ne veux pas être le bon, je dis ce que j'ai au fond du cœur. Quand vous prenez même mes textes politiques, c'est comme ça aussi. Ok. Vous les voyez empreints. C'est moi qui vous... Cette émission s'achève. Merci à Jean Kissi d'être venu sur ce plateau. Merci à Romaric Frétas d'être resté derrière la belle vitre pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot à Thiobé. Au revoir.